Hello and welcome to We, Me and Us. We are delighted to have you here as we dive into the exciting journey of leading, coaching and transforming organizations in our rapidly changing world. I'm Pierre Nice, your host and agile coach. I'm truly passionate about sharing real-world insights with those eager to create meaningful change. At We, Me and Us, we're all about exploring new tools and perspectives that inspire impactful transformation. Let's embark on this journey together. Welcome everybody on We, Me and Us podcast. Aujourd'hui, on va passer en français. Et je suis vraiment très content d'avoir ici avec moi Laurent Morisseau. Alors, Laurent et moi, on se connaît depuis pas mal de temps. Je veux dire, c'est un ami au sens léger, parce on se connaît pas tous dans vraiment le détail, mais je pense que je sais à qui je peux m'attendre et il sait à qui il peut s'attendre avec moi. Et il y a le franc-parler un peu à la française, c'est-à-dire qu'on se dit les choses cash et tu te débrouilles avec ça et on n'est pas trop mal là-dessus. On a pu faire pas mal de choses vraiment très drôles ensemble. Par exemple, on a créé Lincamp en France. J'ai pu l'aider et c'était vraiment une expérience vraiment très chouette. Et pour moi, c'était le premier coach certifié de la Scrum Alliance que je connaissais dans l'environnement francophone. Et ouais, je lui ai demandé des conseils. Ça m'arrive pas toujours, mais ça m'a demandé des conseils. Et bien sûr, Laurent m'avait invité dans son podcast l'an passé. Je le remercie encore. Mais aujourd'hui, c'est lui qui va parler. Laurent, qui es-tu ? Enchanté à tous. C'est vrai que ça fait, on se connaît depuis 2011. Crois 2000, c'était le lancement de Kanban en France et en fait, on se connaissait. T'étais un des premiers relecteurs de mon livre sur Kanban pour l'IT. Ouais. Donc, tu m'avais fait confiance à l'époque sur ce sujet. Donc, moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille. J'ai travaillé, on va dire, une quinzaine d'années dans le développement logiciel. Et puis après, j'ai basculé dans l'agilité. Avant de travailler dans le développement logiciel, j'étais architecte naval. Et donc, en fait, j'ai abordé le développement logiciel comme j'avais appris à dessiner des bateaux. Et donc, la méthode à l'époque m'avait un petit peu surpris. Parce que j'avais pas appris ça à l'école, on va dire. Donc, l'approche, cycle en V, co, m'avait un petit peu surpris. À l'époque, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne le métier. Et puis, quelques années après, je me suis dit, quand j'ai découvert l'agilité, je me suis dit, non, en fait, il y a d'autres manières de faire. Et en fait, je me suis investi dedans parce que j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette approche, dans ces approches-là. Donc, depuis 2008, je suis à mon compte, comme Scrum Master, Kanban Master, et puis assez rapidement comme coach agile, pour essayer l'ambition que j'ai, c'est de transformer l'organisation et l'entreprise. J'interviens de tout petits cabinets jusqu'à des grandes structures, mais j'interviens le plus souvent dans des PME, d'où l'ambition de transformer, d'avoir une approche plus globale. Et pas seulement au niveau des équipes ou de chaînes de valeur. Voilà un petit peu ce qui me caractérise et du coup, je réfléchis beaucoup à l'entreprise et en quoi l'agilité peut accompagner l'entreprise, les ambitions de l'entreprise. Ouais, c'est le moment où beaucoup de gens qui ne connaissent pas le monde de l'agile disent mais ils sont complètement tarés, ces gens-là, ils sont pas cohérents. Oui, on est en amélioration continue et tout ce qu'on dit aujourd'hui sera peut-être complètement faux dans un an, parce qu'on aura trouvé quelque chose de mieux, peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible. Et après, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu as dit, et ça résonne beaucoup avec les gens que je rencontre, moi j'ai la chance, peut-être la malchance, de travailler beaucoup avec des gens vraiment complètement différents, et que quand tu dis le mot agile, ça résonne beaucoup je travaille par exemple simplement sur ce qui paraît naturel. Donc c'est même pas je bannis la notion de mindset, de culture. Je travaille plutôt sur les points communs qu'on a tous les êtres humains ensemble. Et il y a le côté presque religieux, politique du mot agile, qui est on a liberté de faire. En France, on va sortir. T'as les Gaulois qui vont sortir. Ouais, révolution. Ce qui est drôle, hein.
Je dis ça avec beaucoup de compassion. Mais ça donne beaucoup d'espoir. Et donc, ces derniers temps, comme on voit un petit peu l'agile est morte, il y a un petit peu côté, un peu de déception. Et là, je vais donner quelques conférences, et la question va sortir. Et qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, ben non, elle n'est pas morte, hein, ce serait bien qu'on commence à le faire correctement. Parce qu'il y a cet espoir-là. Et là, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'impression que ça peut résonner avec ce que tu comptes faire avec les entreprises. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est pas justement une approche révolutionnaire. C'est plutôt une évolution, et donc dans une démarche d'amélioration continue, d'apprentissage. Et effectivement, petit à petit, on va trouver la bonne manière d'accompagner ou de transformer les entreprises pour être plus agiles. Après, ça dépend ce qu'on met derrière le terme d'agilité. Mais oui, l'approche un petit peu révolutionnaire, en tout cas pour moi, hein, je trouve que ça a amené plus de frustration qu'autre chose. Parce que passer ce qu'on a pu mettre en place au niveau des équipes, où effectivement on promet de l'auto-organisation, certains promettent de l'autogestion, certains parlent même d'anarchie. Je pense que ça, oui, c'est plus facile d'embarquer les individus et les équipes sur cette philosophie-là. Par contre, pour l'entreprise, ça marche pas. Peut-être que dans une asso ou dans une autre communauté, ça pourrait marcher, mais l'entreprise, à un moment donné, c'est pas ça. Il y a un objectif commun. On doit avoir une performance globale, peu importe ce qu'on met derrière le terme de performance. Mais pour ça, faut qu'on s'aligne, faut qu'on trouve la manière effectivement d'articuler tout ça entre les ambitions de l'entreprise et puis les aspirations individuelles. Mais ça se fait pas dans la révolution, à mon sens. Et donc beaucoup de modèles un petit peu extrêmes, je pense qu'ils ont généré de la frustration. Et à côté de ça, on a eu des propositions de framework qui étaient plutôt descendants, qui étaient plutôt prescriptifs. Et je pense que ça génère entre autres ce que tu dis, c'est-à-dire sur l'idée que la agilité telle qu'on aurait aimé la voir est morte. Mais je te rejoins, non, l'agilité est juste pas morte. On a tellement de choses encore à proposer, à imaginer pour que ça fonctionne bien à tous les niveaux de l'entreprise, que c'est un champ pas infini, mais on en a encore pour des années pour trouver les bonnes manières d'adresser tout ça. Et ça, c'est le truc, là je te rejoins complètement. Il y a un truc qui me fascine quand je prends un peu de recul. Je dis, on va s'énerver sur les approches méthodologiques parce qu'on est absolument passionné et c'est très bien. Après, c'est prendre du recul et tu dis, tu as l'impression que tu as tous les jours une nouvelle méthodologie qui sort. Et moi, j'en ai créé plein. Je suis le seul au monde à l'utiliser. Ça me dérange pas. Bon, je pourrais être un peu plus riche, mais c'est pas grave. Mais il y a un côté fascinant qui est sur la créativité que ça génère. Et qu'en fin de compte, vraiment, même s'il y a des méthodes qu'on n'apprécie pas trop, je veux dire simplement, je parle de SAFe, qui est simplement, on veut limiter l'autogestion, pas créer un SAFe, donc ce qui est un coffre-fort, encore un peu plus, apporter encore plus de structure, il y a encore plus de rôles, ce qui est un non-sens. Mais bon, après tu dis ton marché, c'est ce qu'ils veulent. Donc on n'est pas des ayatollahs, mais on va te rendre ton truc agile, on va faire ton truc fonctionner. Et très rapidement, les gens vont se rendre compte, on n'a pas besoin de ça. On a un outil qui va faire ça pour nous. À l'heure actuelle, on a des IA qui vont faire les estimations à la place des équipes. Je dis, mais vous faites, c'est de la folie furieuse. L'intérêt, c'est que les gens parlent entre eux. Et plein de choses qui sont basées sur des incompréhensions ou peut-être des moments de panique. Et là, du coup, il y a le côté un peu humain. Et je te rejoins aussi sur le fait de dire, on crée des systèmes sociaux, on a une approche qui est tout à fait sociale, mais on est dans un contexte business. Et l'angle qu'on a sur une agilité, par exemple, de la recherche, est différente de celle que tu as dans un environnement purement business. La finance, qui vont faire de la gestion des actifs, c'est pas pareil. On va réduire des risques. On est plutôt sur ce
scruter. Et quand tu fais une université libre et populaire, comme on avait testé au Liban, là, tu laisses toutes les options ouvertes. Après, c'est une interprétation. Ouais, mais c'est vrai que dans les contextes, on va pas y mettre la même chose, et puis on peut pas mettre le curseur jusqu'à l'autogestion, enfin ce genre de choses. On va l'ajuster par rapport au contexte, mais le business, ça reste le business. Aujourd'hui, tu viens, t'essayes d'ouvrir la porte d'un Comex ou d'un Codir en parlant justement de l'état d'esprit qu'on peut avoir au niveau des équipes. Juste, il referme la porte et puis il t'écoute juste pas, quoi. C'est pas entendable au niveau de la direction. Et pour autant, il faut qu'on travaille tous ensemble. Faut qu'on y trouve tous de la valeur à ce qu'on met en place. C'est-à-dire que la direction doit voir les bénéfices de l'agilité et comment on peut l'aider, comment on peut aider la direction à ce que la performance globale de l'entreprise soit meilleure et comment et que ce soit cohérent, on va dire, avec comment mieux travailler ensemble au niveau des équipes, que tout le monde en bénéficie en fait. Ouais. Donc le business, c'est le business, hein, et donc l'entreprise, il faut apporter une réponse spécifique et adaptée à l'entreprise. Ouais, très bien. Mais là, je crois que là, je vais tendre une grosse perche. Je crois que tu as une approche à part. Ouais, alors c'est une approche à part, je sais pas. En tout cas, ça fait des années que, comme toi, je réfléchis à l'entreprise et toutes les propositions que je voyais de l'agilité à l'échelle, elles sont très intéressantes. Elles peuvent marcher dans des contextes, mais elles me satisfaisaient pas complètement parce que ça porte que sur une partie de l'entreprise, le delivery ou la partie IT ou autre. Et que ça n'a pas l'ambition d'embarquer toute l'entreprise. Et puis c'était des solutions, des implémentations, on va dire, assez spécifiques, qui cherchent à être universelles, c'est-à-dire si je porte, je sais pas, du less, si je suis coach less ou safe, peu importe, je vais voir l'entreprise et puis je vais essayer de mettre du less partout. Ce qui serait une erreur. Parce que et pourquoi le faire? Parce que quand on lit ces frameworks-là, on a l'impression que ça répond à toutes les problématiques. Mais en réalité, non. Donc j'ai travaillé, j'ai lu pas mal, j'ai réfléchi. Je me suis inspiré des tensions qu'on avait entre les méthodes. Les guerres XP Scrum, puis après la guerre Scrum Kanban, avec des guerres de chapelle quelque part. Mais quand on connaît toutes ces méthodes, on se dit non, elles ont leur utilité dans certains contextes. Et donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais les utiliser au bon escient. Et pendant pas mal d'années, je me suis dit moi je vais plutôt me créer une boîte à outils. Voilà, et j'utiliserai l'outil au bon endroit. Mais c'était pas satisfaisant. Et donc je suis monté au niveau de l'entreprise en passant par les OKR. Ça, c'était le marchepied pour entrer dans les comités de direction. Mais en réfléchissant, j'en suis arrivé à proposer mon propre framework qui s'appelle Agile for Enterprise. Et l'idée, c'est pas d'avoir un framework prescriptif, mais c'est plutôt d'essayer de donner une cartographie, on va dire, de ce qui est possible de faire et d'avoir un alignement justement de la direction jusqu'aux équipes sur l'agilité. Le point de départ, c'est de dire que l'agilité, j'essaie d'enlever tout le décorum et tout ce qu'on peut y mettre dedans, tout ce qu'on a mis trop de choses derrière le terme d'agilité. Aujourd'hui, une entreprise agile, ce serait une entreprise qui fait tout. On est d'accord, hein, elle est performante, elle est apprenante, elle est réactive, adaptative, elle est tout, quoi. Donc moi, j'ai fait un parti pris en disant qu'est-ce qui différencie l'agilité du reste des approches. J'en suis arrivé à dire c'est sa capacité à piloter du changement, et j'ai essayé de construire là-dessus. Et donc le changement dans l'entreprise, ça commence au niveau de la direction, c'est au niveau de la stratégie, c'est-à-dire la capacité à pouvoir changer de stratégie et que le reste suive. Et donc j'ai construit un framework tout autour de ça, et ça m'a amené à proposer des points de vue un petit peu différents
c'est-à-dire déjà la notion d'archétype organisationnel. Et donc j'ai identifié 4 archétypes et je ferai le lien avec les méthodes juste après. Mhm. L'archétype flux, produit, projet, agile et puis réseau. Donc toi ton modèle agile organisation, il est plutôt dans la catégorie réseau de ma compréhension. Oui. Et et on peut voir les autres aussi comme des réseaux, hein, mais ils ont une structure qui leur sont propres, des caractéristiques qui leur sont propres. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on identifie ces archétypes et qu'on les place dans des contextes, c'est plus une guerre de chapelle, c'est dire actionnons, faisons des choix stratégiques, c'est-à-dire mettons en place la bonne organisation par rapport à la bonne stratégie. Oui. Oui, ça c'est tout à fait. Là, je te rejoins complètement. Non, ça m'a l'air très intéressant. J'attends de lire ton livre ou ta méthode ou tes documents parce que je suis ravi. Et même si on varie sur plein de trucs et j'aurais tendance à dire oui, mais moi je couvre tout, ce qui est un grand classique. Mais c'est intéressant d'avoir des points de vue différents parce que aussi quand tu fais quelque chose un petit peu, le feedback c'est super important parce que nous en fin de compte, moi je travaille seul dans mon petit coin. Tu penses à des idées, tu as des coups de fil, tu interagis, mais en fin de compte tu es seul, tu deviens complètement schizophrénique. Et c'est bon d'avoir des gens qui quelque part vont dans cette interaction tu apprends et tu corriges ton tir. Et ouais, moi je suis ok avec le côté réseau. Bon, c'est une approche systémique. Donc si tu avais parlé de système, donc ça aurait été pareil pour partout. La partie un système réseau, ouais, ça me va. Mais après c'est très chouette, c'est bien. Alors pour continuer sur ton point de en parler, avoir des feedbacks, évidemment, on ne peut pas construire un framework agile sans l'aborder de manière agile et de l'améliorer, mais pas seulement dans son coin parce qu'on est enfermé dans notre bulle mentale, dans nos modèles mentaux. Et donc, j'ai décidé assez vite d'ouvrir la réflexion. Donc, qui a participé avec le meet-up de l'entreprise agile, qui existe depuis plus d'1 an et demi. Donc c'est vraiment un espace pour échanger justement sur des points de vue différents. Tu as été invité, mais il y en a d'autres qui ont été invités pour parler de leur approche. Et puis mon framework depuis début avril, je l'ai mis en open source. Donc il est sur GitHub. Et je l'ai mis sur GitHub parce que quand même on vient du développement logiciel, donc on a quand même des geeks. Mais donc non, tout le monde peut y accéder, peut proposer des évolutions, peut le questionner, etc. C'est ouvert. Tu sais que notre audience, c'est pas l'ingénierie logicielle. Non, je sais, mais non, en réalité, faut bien trouver si tu veux faire en open source, faut bien trouver une plateforme pour le gérer. Donc GitHub, bon, moi j'étais à l'ASEC, mais en réalité, j'ai aussi tout ce framework, je l'ai aussi dans un Notion qui est pour l'instant pas ouvert, mais qui est plus accessible justement aux non-geeks, aux non-ingénieurs. Mais le principe reste c'est que c'est open source. Mmh. Tu as déjà pu faire des essais, des tests, des mises en place? Alors, c'est une question qui est récurrente et qui est très intéressante parce que il faut la preuve sociale, évidemment, que ça marche. Et j'ai 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'en fait, le framework qui repose principalement sur cette notion d'archétype, évidemment avec un cadre autour. Ce cadre, en fait, il repose sur des fondations théoriques, académiques. Et donc ça, là, il y a pas de question, on va dire. C'est pas moi qui la plupart des concepts, je les ai pas inventés. Je les ai juste mis bout à bout, on va dire. Ça, c'est le premier point. Surtout les archétypes. En fait, ils ont tous été testés déjà. Une organisation flux, elle existe, je l'ai pas inventé. Une organisation produit, ça existe. Les projets, on connaît ça par cœur. Donc, en fait, les archétypes en soi, ils sont déjà validés. C'est le cadre qui met en œuvre et qui contextualise ces archétypes il faut aller chercher un peu plus loin. Donc moi, je l'ai fait aussi basé sur mon expérience, mais là, tu as raison, faut des preuves, des retours d'expérience plutôt.
Et le retour d'expérience, il sera plus sur, et là, j'en suis pas encore à ce niveau-là, pour répondre très clair, parce que mon framework, il est en bêta test, il sera plus sur comment on l'adapte. En fait, c'est un cadre pour prendre des décisions qui permettent de construire le modèle opératoire propre à l'organisation, puis après, on oublie le cadre. Donc en fait, c'est le retour d'expérience, c'est vraiment sur cette adaptation. Et puis après, au-delà de ces concepts, dans le framework, il y a des outils très concrets, des Canva par exemple. Et là effectivement, il n'y a pas encore de retour d'expérience sur l'utilisation des outils en tant que tels. Il y a il y a quelques organisations qui sont en train de les tester. Mais après, l'outil peut évoluer, les concepts restent. Voilà, si l'outil marche pas suffisamment bien, ça remet pas en question les principes fondamentaux. Voilà. Donc c'est en bêta test, mais il y a des socles qui existent déjà, ont déjà été testés, quoi. Voilà. Non, mais moi, j'avais pas testé en un paquet. C'était des petits tests, des analyses. Souvent, tu as des clients que c'est pas leur problème. Tu viens résoudre un problème. Notre programme de transformation digitale part en sucette. Au secours, viens nous sauver. Donc, tu vas pas leur dire ce que tu es en train de faire. Tu fais expliquer. Ils vont voir les résultats. Ils sont en mode panique. Grosso modo, ça va intéresser qui? Ça va intéresser certains managers, certains le COO, les gens des ressources humaines, ou s'ils ont une équipe qui fait du design organisationnel. Et encore plus du temps, ils s'en foutent un petit peu parce qu'ils veulent juste implémenter leur propre méthode. Exactement. Et à un moment donné, quand tu finis les projets comme ça, tu fais ton rapport. Tu dis voilà ce qu'on fait. C'est comme quand tu expliques ta méthode, comment pour reproduire ce que tu as fait. Alors, je rappelle ici pour l'audience, on fait les rapports et les méthodes après, pas avant. et là, tu expliques un peu ce que tu as fait. Et donc, c'est une accumulation. Hein. Moi, j'ai eu 2-3 grosses expériences où les gens ont dit, on va faire AO. Là, j'ai fait en enregistrement avec mes clients où j'ai fait la transformation les 10 derniers mois sur plusieurs pays, 46, 47 nationalités différentes. C'était un beau bazar, mais c'était vraiment très chouette. Où tu as fait des formations transformatives. Donc, c'est des workshops où tu fais beaucoup plus coach que formateur. Et où tu vas tester les outils. Et tu les donnes en main et les gens vont les utiliser. Mais dans mon cas, comme moi, je suis beaucoup plus sur le côté un peu psycho, qui est sur le côté un peu très interaction sociale, je donne les outils qu'à la fin. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les ingénieurs? Ils veulent les outils tout de suite, ils veulent la méthode tout de suite. Comme ça, ils n'ont plus qu'à appliquer et ils sont dans leur tunnel. Après, ils disent, oh, ça marche pas. Tandis que là, ils étaient quelque part un peu au départ un tout petit peu frustrés. Par exemple, moi, je démarre avec une rétrospective qui est basé aussi ce qu'on faisait sur du Kanban quand tu as expliqué. Le Kanban, c'est start where you know, démarre où tu es. Ouais. Une bonne approche de rendre visibles les points de friction, les points qui ne vont pas pour essayer de trouver des approches. Après, quand l'intérêt des outils, c'est que justement quand tu parles d'un nouveau framework, d'un nouveau modèle comme le tien ou comme mon cas, à un moment donné, c'est assez conceptuel, justement, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler design organisationnel, de parler stratégie ou autre. Et donc, les outils, ça permet d'ancrer, de voir quelque chose d'actionnable, donc c'est rassurant. Mais effectivement, c'est pas le plus important. Le plus important, effectivement, c'est la transformation sociale. J'ai une petite question provocante, mais vraiment légère, vraiment gentille. Tu parles d'archétypes. Est-ce qu'on peut faire le pont avec org typologie, avec tes archétypes ou pas? Alors, c'est pas du tout incompatible. Même on cherche avec Roland à rendre ça cohérent. Org topologie, donc effectivement, c'est une topologie organisationnelle qui est plutôt a priori de ma compréhension, puisque j'avais suivi leur formation l'année dernière, de ma compréhension, donc plutôt la cible, c'est plutôt les organisations produits
mais qui va vers du développement en flux produit. Pour moi, c'est un outil qui est très intéressant pour savoir se situer, proposer une cible et voir les étapes pour y arriver. Maintenant, la limite par rapport à mon approche, c'est que justement, c'est un mélange de produits, de flux, potentiellement de réseaux. Donc, je cherche à le rendre cohérent en disant, maintenant, pour chaque archétype, où je me situe et où je peux aller. Donc, on va dire, c'est plutôt, Arctopologie, c'est plutôt un outil pour se situer et se transformer. Et puis, mon cadre, c'est plutôt pour prendre des décisions, pour comprendre où j'en suis et où je peux aller. C'est là qu'on se rejoint. Nous, on parle plutôt de typologie et pas de topologie. Exactement. Voilà. C'est histoire de faire l'intelligent 2 secondes. Mais non, mais tous ces outils-là, moi j'essaye mon cadre il est multi-framework et puis multi-méthode, c'est-à-dire que justement j'essaye d'être agnostique moi pour prendre en compte ce qui existe et pas réinventer la poudre. Ouais. Alors, pour être encore intelligent, tu fais ce qu'on appelle des exaptations. C'est ça, tu m'avais dit ça une fois et j'avais oublié le mot et comme ça là c'est enregistré, j'essaierai de l'apprendre. Ouais, alors pour le commun des mortels, une exaptation, c'est simplement on réutilise quelque chose qui a un objectif précis dans un autre contexte. C'est qu'on ne va pas réinventer la roue. C'est que par exemple, j'ai mon mug avec mon café. Si je le vide, je peux en faire un vase. Donc c'est une autre fonctionnalité. Et c'est ça a l'air un peu couillon, mais c'est ce qu'on va rechercher un petit peu pour les personnes travaillant dans nos systèmes, dans nos organisations. Quand on parle d'autogestion ou empowerment, c'est que les gens sont excités, qu'ils aient la capacité, la possibilité de voir des opportunités ou des défauts sans demander la permission, ils peuvent corriger le tir. Ouais. Mais ils peuvent corriger le tir, mais par rapport à un objectif qu'on a partagé. C'est là où l'autogestion, à un moment donné, a sa limite. Moi, je préfère quand même le terme d'auto-organisation. Après, c'est un curseur, hein, évidemment. C'est un curseur de délégation, on va dire. Mais oui, alors donc pour revenir au point, donc tu parlais d'orthopologie, donc évidemment c'est un bel outil qu'il faut pas justement. Je regarde plutôt comment l'intégrer. Enfin, comment être que ce soit complémentaire. Mais je regarde aussi évidemment NFX, même si on connaît la capacité de revamper des choses qui existent, mais il le fait très bien. Ceci dit, Jürgen Pello. Mais non, il y a des choses très intéressantes dans NFX, non pas comme cible, mais plutôt comme justement pattern, des de pattern. Qui l'a rendu simple et justement qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans les mains des équipes pour construire, pour faire évoluer. Maintenant, ce sont juste des bibliothèques de patterns. En fait, c'est pas suffisant pour prendre des décisions organisationnelles justement et qu'il faut avoir d'autres connaissances, d'autres modèles des cadres plus grands pour justement proposer un modèle cohérent. Voilà. Donc je regarde ce qui existe, évidemment. Donc, tu es en train de réécrire la Bible, hein, tu veux faire avec plusieurs... c'est quelque chose qui va être énorme parce que tu auras... Alors, index 12A, 13B dans le tome 18, regardez paragraphe 15. En fait, c'est évidemment, ça peut être énorme parce que les entreprises, elles sont infinies, hein, chacune est spécifique. Et donc, la difficulté quand on écrit quelque chose, tu le sais, c'est où est-ce qu'on s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, on a le choix entre rester au niveau des principes, donc pas être prescriptif, mais le problème c'est que certains se projettent pas forcément dans ces principes, c'est trop abstrait, trop conceptuel, et donc c'est pas actionnable. Et donc le curseur inverse, c'est d'aller jusqu'à quelque chose d'actionnable, mais de devenir trop prescriptif. Et dans ce cas-là, là tu dois détailler tous les contextes. Si tu veux être un peu subtil dans ta réponse,
Et là, ça fait effectivement une Bible, mais donc c'est trouver le bon curseur entre ne pas être prescriptif, mais quand même suffisamment actionnable. Et donc j'espère, j'y travaille pour que ce soit pas une usine à gaz et pas une Bible, mais que ça parle à suffisamment de personnes. Alors, ceci dit, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en open source, c'est pour avoir les points de vue des uns et des autres, pour justement savoir où s'arrêter. Est-ce que ça parle à tous, mais voilà, et sans aller trop dans le détail, ouais, tout à fait. Parce que ça sera un risque de prendre ça et sur étagère et de l'implémenter, c'est pas le but, quoi. C'est le risque. Ouais. C'est le risque que retour à simplement modèle AO, comme je t'avais expliqué. C'est un outil qui permet de s'orienter, de prendre des décisions à peu près assez similaires à ce que tu fais. Sauf que je dis, ouais, mais le risque, ça peut être un modèle de maturité. Et j'ai pas envie de réinventer CMMI. Parce qu'il y avait aussi des gros débats il y a longtemps là-dessus. Mais je reste, et j'entends très bien ce que tu as dit quand j'ai écrit mon premier livre il y a 5 ans sur AO. Volontairement, je suis resté sur le conceptuel. C'est comme une vision, ça commence par un concept, et je te rejoins complètement. Le concept, l'avantage, l'idée, c'était, je veux que les gens choisissent l'outil qu'ils veulent. Je veux que par exemple AO, au niveau 1 ou 2, au départ, tu peux même faire du waterfall. Et c'est pas grave. Tu apprends, c'est comme le chouari, tu apprends à peu près dans cette démarche-là. Parce qu'à un moment donné, si tu commences à vendre des outils, on va parler plus que de l'outil. On parle pas du vrai problème. Ouais, tout à fait. Et là où je te rejoins aussi, à l'heure actuelle, on a peu de personnes qui pensent au niveau, dans le côté abstrait. On perd beaucoup de gens, mais une vision qui vient avant la stratégie, elle est abstraite. Mais c'est celle qui va engager les gens. Et et après, rester simple, ça c'est un gros challenge. Ouais, alors moi c'est mon challenge sur mon framework aujourd'hui, c'est pas de rester simple, c'est de le devenir. C'est-à-dire que là pour l'instant on va dire c'est la V1. C'est un matériau brut. Maintenant, faut le polir, et donc faut le simplifier, faut en parler de manière beaucoup plus fluide, etc. Donc, c'est là où j'ai besoin d'avoir l'apport des uns et des autres. Il y en a qui sont très très bons dans la vulgarisation, il y en a d'autres qui sont très bons dans les concepts, et faut que tout ce monde-là se retrouve pour que ce framework se diffuse le plus facilement possible. Et c'est pas, en fait, donc, il doit se diffuser le plus largement possible pour une raison très simple. C'est que dedans, tu as l'archétype réseau, et l'archétype réseau, c'est ton modèle AO. Donc, moi, j'aime bien déconner, mais j'ai vraiment très peu d'ego. Je suis quelqu'un d'exubérant et pas très narcissiste. Non, mais c'est pour dire que, en fait, tous ces modèles-là, en fait, il n'y en a pas tant que ça, des modèles comme le tien ou comme le mien. Il n'y en a pas tant que ça, et donc faut qu'on les pousse, parce que pour moi, c'est des vraies réponses. C'est des vraies réponses et aujourd'hui, on n'a pas de réponse, à mon sens, satisfaisante. Et le point le pied dans la porte qu'on a. Le problème qu'on cherche à résoudre plutôt avec Romain Couturier, parce que je travaille aussi avec lui sur ce framework, justement, c'est en tant que coach agile, c'est le plafond de verre. C'est-à-dire que on sait faire plein de choses en tant que coach agile, on sait transformer des équipes, on sait transformer des process, etc. On a même des idées sur des organisations, et puis c'est assez puissant puisque en fait on fait des transformations centrées sur des valeurs et des principes. Au-delà des méthodes, donc ça c'est très très puissant, mais pour le coup on n'arrive pas à embarquer la direction, tout simplement parce qu'on n'est pas au bon niveau de discussion. Parce qu'on n'est pas au bon niveau de discussion, on parle pas des choses qui intéressent forcément la discussion, c'était notre point de départ avec le business tout à l'heure. Et donc aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de frameworks qui parlent de ça, et donc ou de modèles qui embarquent. Alors, donc faut les mettre en avant, quoi. Alors, il y en a, mais il y en a qui viennent pas du monde classique.
Par exemple, moi, je me suis inspiré d'un modèle qui s'appelle Stern Stewart, qui est un modèle sur la finance. Hein, le côté avec le système, avec comme Airbnb, tu sais, avec les interactions, c'est basé sur un modèle qui s'appelle Stern Stewart, parce que quand j'ai fait la transformation digitale pour la finance de SAP, ils sont arrivés avec des modèles. Hein. Les gars, ils arrivent avec des modèles. Hein. J'ai dit, on a ça, c'est ce qu'on va implémenter. Et toi, tu vas pas dire, bah non, c'est pas agile. Tu regardes, tu dis, écoute, je connais pas, on va regarder ensemble. Et tu penses que ça va vraiment marcher. Je dis, moi, j'ai un sentiment que ça va pas trop bien marcher. Parce que la réponse sur l'exécution, c'était, faites du lean. Je dis, ouais, non. Non, il dit, on va agiliser tout ça, mais il y a plein de modèles contrairement souvent à ce que tu appelles le plafond de verre, c'est aussi des blocages que quand on dit attends, moi je suis un petit ingénieur, comment je vais oser aller parler en face, les gars c'est des ingénieurs aussi, et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens qui sont même basculé côté direction, et donc pour certains ils ont adopté le comment dire tout ce qui toute leur le bon niveau de prise de décision, on va dire, voilà, stratégique, d'aller sur la stratégie plutôt, et puis tout ce qui va avec, les responsabilités. Alors ça doit être des ingénieurs pour beaucoup, quoique les Japonais pensent qu'on n'est pas, il y a assez d'ingénieurs dans les comités de direction en Europe, mais donc il pourrait y en avoir plus. Il y a beaucoup de commerciaux quand même. Hein. Donc oui, bien sûr, ils peuvent comprendre tout ça, mais quand je parle de plafond de verre, avec Romain, on avait fait les deux, c'est-à-dire plafond de verre et parquet de verre. C'est-à-dire que nous, en tant que coach agile, on n'ose pas effectivement y aller, ou on ne sait pas y aller, parce qu'on n'a pas les connaissances. Les OKR, pour moi, ça a été un révélateur, ça m'a ouvert les portes, parce que j'ai commencé à parler d'exécution de la stratégie, et je parlais pas d'opérationnel ou de tactique. Et donc, ça m'a ouvert les portes, mais c'est pas suffisant pour les embarquer vraiment dans toute l'organisation. Et à l'inverse, il y a le parquet de verre, c'est-à-dire que la direction ne voit pas les bénéfices concrets de l'agilité au niveau de l'entreprise. Dans la performance globale, elle voit bien que ça aide, qu'il y a peut-être moins de turnover, qu'on peut embaucher des talents parce qu'on est agile, de ci, de là, mais ou qu'on sort les features plus vite. Mais globalement, les bénéfices de pouvoir ajuster la stratégie et que ça suive au bon moment, ou voire de changer de stratégie et que l'organisation suive, c'est pas forcément au rendez-vous. Voilà. Ouais, mais c'est des challenges. C'est drôle quand tu me dis, les entreprises que j'ai en face de moi dans les comités de direction, c'est principalement ou des avocats, ou c'est des professeurs d'université qui font venir parce que c'est bien de les avoir. Ou alors c'est des comptables, directeurs financiers. Après, mais eux ils discutent. C'est la taille qui compte. Les gros trucs, faut savoir que quand je discute avec eux, je dis écoutez, vous vos clients, c'est pas l'entreprise. Vous vos clients, c'est les actionnaires. Et là, j'avais travaillé chez Euroclear, j'ai fait l'audit, auditer les programmes d'un point de vue des actionnaires. C'est un exercice très particulier et t'es coach. T'es pas de la police, t'es coach. Donc, il dit, tu audites, tu vois des trucs et tu vas aider à résoudre. Je dis, intéressant. Et donc, tu vois comment ça fonctionne. Après, quand tu as un CEO, un PDG, il a un DG, ou ce qu'on appelle un COO, qui est opérationnel. Et lui, il va s'intéresser à ce qui se passe dans l'entreprise. Après, tu te rends compte que nous, on parle de l'humain, le design organisationnel, c'est le domaine des RH. Est-ce que les RH font vraiment leur boulot ? Ça fait longtemps qu'ils le font plus. Hein. Mais je suis pas sûr que ce soit du domaine des RH, le design organisationnel. C'est une bonne discussion, ça. C'est de l'ordre de qui ? C'est de l'ordre, moi, comme je fais partie de l'ODF, Organization Design Forum, et le truc, c'est d'un point de vue, je veux dire, d'un point de vue classique, c'est lié au RH sur la partie structurelle. Moi, de mon point de vue, ça devrait être au niveau du COO, du DG. Mais ouais, je pense aussi plus, en tout du moins, c'est du niveau du COMEX, pas seulement d'une fonction de l'entreprise. Et après, le risque,
Après, le risque, si tu le laisses Cocomex, le risque, c'est que tous les mois de janvier, tout le monde serre les dents parce que tu as un nouveau chef et il réorganise, oh, je sais même plus, je cherche mes mots en français. Tu es alloué à une autre équipe, Oui. tu bouges, tu sais plus trop quoi et tu sais pas quelle est la logique. Et c'est un vrai challenge. Donc le côté, c'est qu'est-ce qui va aller du haut vers le bas et qu'est-ce qui doit être émergent d'un point de vue des équipes. Là, c'est le Ouais, alors c'est exactement le challenge. Et justement, je pense que c'est la différence entre l'agilité qui passe à l'échelle et qui essaye d'aller vers l'entreprise, parce que on est sur une dynamique plutôt ascendante et émergente. Et puis l'entreprise à un moment donné qui dit moi pour la performance globale, il me faut un cadre, et donc le cadre je vais le descendre. Et en fait, l'entreprise agile c'est plutôt une approche mixte, Oui. que les deux te rejoignent, et c'est pas ni tout l'un ni tout l'autre. C'est trouver le bon alignement entre les deux, parce qu'il faut un cadre, sinon ça part dans tous les sens. Une entreprise, c'est pas la somme des émergences qu'on va avoir au niveau des équipes. Et après, c'est intéressant que tu parles justement du COMEX qui peut changer chaque année et on est réalloué, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, évidemment, quand on parle d'alignement, c'est que justement le point de départ, ça reste des décisions stratégiques. Donc, si c'est un nouveau PDG, parce qu'il vient avec peut-être une nouvelle stratégie, c'est son mandat auprès des actionnaires justement. Et ben, s'il a une nouvelle stratégie, ça veut dire une nouvelle organisation. Et en fait, la question de l'entreprise agile pour moi, c'est la capacité de changer de stratégie, que tout le reste suive, mais pas à marche forcée, pas subi. C'est-à-dire que tout ça fonctionne bien ensemble. Après, évidemment, l'agilité n'est pas là pour dire cette stratégie est la bonne ou pas. Par contre, ça permet d'avoir des feedbacks terrain qui permettent d'ajuster la stratégie par rapport à la réalité. Et donc, pour moi, ça vient renforcer ce qu'on appelle le développement stratégique, c'est-à-dire que la stratégie évolue en même temps que son exécution. Et du coup, on voit bien les deux niveaux entre la direction et puis l'opérationnel. Il faut que tout ça marche bien ensemble pour qu'on ait ce développement stratégique. Et pour moi, l'agilité d'entreprise, ça va être ça. Laurent, ça c'est une magnifique mot de conclusion parce que comme on aime bien parler et on a bien débordé, mais moi c'est un plaisir de parler avec toi. Je te remercie encore beaucoup, passionnant. Je vais aller jeter un coup d'œil dans GitHub. Donc j'invite les auditeurs francophones d'aller jeter un coup d'œil dans ton GitHub pour voir, pour améliorer, pour critiquer. Alors vraiment critiquer. Et bien sûr, vous devez toujours écrire. Ah oh, c'est mieux. Alors pour y arriver, non mais je suis ouvert à la critique, au contraire, moi je préfère être critiqué le plus tôt possible, donc c'est constructif évidemment. Oui, mais une critique elle est constructive, c'est pas on fait une différence entre feedback et opinion. Voilà, exactement. Et donc pour y arriver, c'est Agile for Enterprise, donc agile4enterprise.com. Ouais. Et dedans, il y aura un lien vers le Meetup, il y a un lien vers le GitHub, donc il faut aller fouiller un petit peu tout ça. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous me contactez sur LinkedIn. Voilà, j'ai assisté au dernier Meetup, caché dans les bas-fonds. Ah non, t'avais vu. Oh, merde. Je crois que j'ai rien dit. Hein. Si, c'était Meetup sur Fast Agile et il y a le replay. Ouais. Mince, je voulais me cacher, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. J'ai l'émotion qui me submerge. Laurent, c'est un vrai grand plaisir. Merci pour l'audience. Et je vous souhaite une bon vent, bonne journée. Amusez-vous bien. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà. Bonne journée à vous aussi. Salut. Thank you so much for joining us at We Win Us. We are excited to be on this journey with you as we support your growth as a leader and change maker, helping you build resilient and agile organizations. If you enjoyed this episode, we'd be grateful if you could share it or connect with us on social media. And if you or someone you know has valuable insights to share, please reach out. I'd be thrilled to feature them. Until next time, keep evolving and stay inspired.